Bienvenue sur le podcast à la rencontre des doctorants, podcast qui laisse la parole aux doctorantes et aux doctorants de l'école des Ponts Paris Tech. Bonjour, c'est Anouk au micro pour ce nouvel épisode. Je reçois aujourd'hui Nina Du, doctorante à l'école Polytechnique qui réalise actuellement sa thèse aux côtés de Michel Borner, chercheur à l'école des Ponts Paris Tech au laboratoire Navier. Bonjour Nina. Bonjour. Pendant ta thèse, tu t'es questionnée sur un matériau, le sel gemme, et sur son utilisation dans un contexte de stockage d'énergie. Alors tout d'abord, pourquoi stocker l'énergie en sous-sol ? C'est une technique qui s'inscrit dans un contexte de transition énergétique. Peux-tu nous expliquer ? Oui, alors déjà merci pour l'invitation. Et ensuite, effectivement, ma thèse s'inscrit dans un contexte de transition énergétique sur une problématique de stockage d'énergie, parce que les énergies renouvelables, elles sont dites intermittentes, c'est-à-dire que leur production va fortement dépendre des conditions environnementales, météo par exemple, si on prend l'éolien. Et si on veut augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, il va falloir être capable de pouvoir stocker l'énergie produite en excès lors des pics de production et de pouvoir ensuite réutiliser cette énergie. Et donc notamment, une des techniques de stockage, c'est de stocker avec l'hydrogène, donc notamment en produisant de l'hydrogène pendant les pics de production par électrolyse et le stocker pour l'application qui m'intéresse, c'est dans les cavités salines. Et puis lors des creux de production, la nuit par exemple pour l'énergie solaire, soutirer le gaz et l'utiliser en tant que combustible. Est-ce que tu peux nous rappeler simplement ce que sont des cavités salines ? Donc une cavité saline, c'est donc il y a des endroits sous terre où on a des couches de sel. Donc pour faire donc c'est des cavernes faites artificiellement. Donc on va creuser un puits comme un puits pétrolier et donc on va injecter de l'eau qui va dissoudre localement le sel et puis on va venir enlever la saumure créée et puis donc ça fait une cavité dans laquelle on va pouvoir injecter l'hydrogène gazeux. Et ensuite, on va pouvoir le retirer de cette caverne quand on en a besoin et réinjecter quand on en produit de nouveau. Cette technique de stockage en sous-sol, elle n'est pas nouvelle dans l'utilisation des énergies. Elle est utilisée pour le stockage des hydrocarbures depuis un moment. Qu'est-ce qui diffère ? Effectivement, actuellement, il y a quelques cavités salines dans le monde qui sont utilisées pour stocker donc, du gaz naturel ou d'autres hydrocarbures liquides ou gazeux. Et ce qui va différer, c'est plutôt les temps de sollicitation, parce que pour l'instant, c'est pour des applications plutôt industrielles. Donc, on va injecter et soutirer à des fréquences plutôt de l'ordre de plusieurs mois. Alors que là, par exemple, pour lisser la courbe de production de l'énergie solaire, on serait plutôt sur des cycles journaliers. Alors ta thèse à toi, donc elle porte sur le matériau du sel gemme. C'est une thèse expérimentale. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Effectivement, moi je vais étudier le matériau qui va constituer la caverne. Donc, l'idée c'est de pouvoir mieux comprendre comment se comporte ce matériau. Notamment, comme on a dit plus tôt, la technique de stockage en sous-sol, elle est déjà utilisée. Mais l'utiliser pour l'hydrogène, ça implique d'autres sollicitations mécaniques. Il faut qu'on puisse comprendre mieux comment se comporte la roche pour pouvoir voir si on peut appliquer cette technique à l'hydrogène, qui est aussi une molécule plus petite que les hydrocarbures, par exemple. Donc pour ça, je vais partir de la poudre de sel que je vais compacter et pour pouvoir obtenir mes échantillons. Et là, nous, on aimerait aussi voir un peu l'influence qu'a l'humidité sur les propriétés mécaniques et les mécanismes qui se passent dans le matériau. Donc, je crée des échantillons qui sont secs et des échantillons qui sont humides. Et après ça, je vais faire des tests mécaniques dessus, donc des tests triaxiaux. Donc, ce qu'on fait, c'est donc mes échantillons, c'est des cylindres de 8 mm de diamètre ou 12 mm de diamètre selon les tests. Et donc on va appliquer une pression de confinement, c'est-à-dire qu'on va injecter du fluide autour qui va appliquer une force tout autour du cylindre. Et en même temps, on va venir appuyer sur l'échantillon axialement. Et donc on fait des tests et en même temps, on va prendre ce qu'on appelle des scans en tomographie. Donc c'est comme quand vous allez faire une IRM à l'hôpital, par exemple. Donc, on va pouvoir avoir une vue 3D dans l'échantillon. Et donc, on va suivre ce qui se passe au cours de la déformation, voir s'il y a des fissures qui se passent, voir s'il y a des zones qui sont plus déformées que d'autres. Donc, c'est vraiment sur l'évolution du matériau en fonction des conditions dans lesquelles on le met.
dans des conditions qu'on le met et du type de matériau, comme je vous disais, qu'il y avait des échantillons secs et humides, de la vitesse à laquelle on va aussi. Donc là, ces expériences, c'est un peu les expériences principales. Après, j'ai d'autres expériences. Par exemple, je vais essayer de regarder la microstructure du matériau, voir si j'ai des gros grains, des petits grains et comment évolue la microstructure. Est-ce qu'elle change après les essais? Et j'essaye, par exemple actuellement, j'essaye de savoir si il y a de l'eau dans mes échantillons humides et la quantité qu'il y a. Donc ça fait des expériences assez différentes. Qu'est-ce qui a motivé ton choix pour ce sujet de thèse? Alors le choix de ce sujet de thèse, j'aimais bien l'application notamment le lien avec des problématiques liées à l'énergie, à des questions environnementales. Et j'aimais bien aussi l'aspect expérimental, faire donc des expériences et essayer de avoir un problème, essayer de chercher des solutions à cette question qu'on se pose. Et donc c'est en rencontrant des gens qui travaillent sur ce sujet-là, notamment que tu t'es intéressée à... Alors pas du tout. J'ai vu l'offre de thèse en fait. Et puis la description m'a plu. Je trouvais que le sujet était intéressant et aussi c'était un sujet que je connaissais pas du tout. Je savais pas du tout qu'on étudiait le sel. Et donc j'ai voulu essayer. Et en ayant eu quoi comme formation avant alors? Donc j'ai fait classe préparatoire, donc en filière physique-chimie. Et puis après ça, j'ai intégré une école d'ingénieur Centrale Nantes. Et en deuxième année, j'ai pris l'option matériaux procédés. Donc sur cette thèse qui est expérimentale, quels sont les résultats ou les résultats possibles que tu cherches à avoir? Là, on a fait quelques essais déjà. Pour l'instant, on a l'impression qu'il y a une influence de l'humidité sur le comportement du sel, notamment au niveau de l'apparition des fissures. On a l'impression pour l'instant que les fissures elles apparaissent plus facilement dans le sel qui est sec. Donc, ce qui va poser des questions, notamment pour le stockage d'hydrogène, puisque l'hydrogène qu'on veut récupérer doit être relativement pur et assez sec, il me semble. Et donc, si on assèche complètement la caverne, est-ce que ça va poser des problèmes de fissuration de la caverne, des choses comme ça? Et donc, vous avez une expérience prévue bientôt, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça va amener comme résultat? Oui, tout à fait. On a bientôt une campagne d'expérience au synchrotron Soleil de prévu. Qu'est-ce qu'un synchrotron? Un synchrotron, c'est un accélérateur d'électrons d'environ 300 mètres de circonférence dans lequel des dispositifs d'aimant vont permettre de faire accélérer les électrons qui vont aller à des vitesses proches de la vitesse de la lumière et pouvoir émettre des rayonnements. Et c'est ces rayonnements qui nous intéressent. Et notamment, nous, on va faire les mêmes expériences qu'on fait ici en laboratoire. On va faire nos tests mécaniques en prenant des scans tomographiques. En synchrotron, le flux de rayons X va être plus important. Et donc, en fait, les scans qui, par exemple, ici me prennent 12 à 15 heures, vont me prendre, on estime, à un quart d'heure à peu près. Donc ça va nous permettre de pouvoir étudier d'autres paramètres, notamment les paramètres de vitesse de chargement, et aussi pouvoir passer plus d'échantillons. Et on aura aussi potentiellement une meilleure qualité d'image là-bas. Parce que qu'est-ce qu'on risque en le calculant sur 12 heures? En 12 heures, sur mes échantillons, le sel il continue à se déformer. Donc en fait, l'image, elle a un risque d'être un peu floue. Et aussi, on a aussi des mécanismes qui peuvent se passer, notamment le sel. On pense qu'il peut peut-être... il y a certaines fissures qui peuvent peut-être se refermer pendant les 12 heures de scan. Toutes seules? Elles peuvent se refermer toutes seules. Donc le sel a des propriétés, ce qu'on appelle autocicatrisantes, où il va pouvoir se ressouder à certains endroits par des mécanismes... ce qu'on appelle dissolution-précipitation. Et donc, une petite anecdote, c'est qu'il y a un jour où je préparais un échantillon qui s'est cassé. Je trouvais ça dommage. Et donc, j'ai remis l'échantillon avec un peu d'eau et de sel sous une petite charge.
Et en fait, au bout d'1 mois et demi, j'ai récupéré l'échantillon qui était de nouveau entier. On l'a coupé au microscope pour voir un peu. Il y avait encore des fissures, mais on a vu qu'à certains endroits, il y avait des endroits où ça s'était ressoudé. Ce test-là, il permettrait qu'on n'ait pas ce risque. C'est pas qu'on n'aurait pas ce risque, c'est ça nous permettrait d'étudier d'autres vitesses. Parce que là, l'échantillon, on le déforme sur un temps très long. Les tests que j'ai faits, c'est sur 1 semaine, 2 semaines. Et là, toutes les étapes seraient faites beaucoup plus rapidement. Eh ben, merci beaucoup Nina d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast À la rencontre des doctorants, à retrouver sur la revue numérique de l'École des Ponts Paris Tech, ingenius.écoledesponts.fr.